Bienvenue au château de Sauvent. Alexandre Mahut, je suis doctorant en histoire de l'art à la faculté d'Aix-en-Provence et j'ai consacré mes recherches aux châteaux provençaux. Et parmi tous ces châteaux, il en est un qui possède une identité et un caractère très particulier. C'est le château de Sauvent en Haute-Provence, qui est situé dans un cadre naturel incomparable, qui, vous le voyez, est bordé par la montagne de Lure, la vallée de la Durance, mais aussi le Luberon, qui est tout proche. Et dans ce cadre, un château a été bâti au XVIIIe siècle par l'une des principalissimes familles de Provence, la famille de Forbin, qui a joué un rôle prépondérant tout simplement dans le cadre de l'union de la Provence au royaume de France à la fin du Moyen Âge et qui au XVIIe et au XVIIIe siècle a connu une période que l'on peut dire faste, avec dans ses rangs des parlementaires distingués, des militaires très actifs, des femmes d'esprit, de grands mécènes, mais aussi des bâtisseurs. Et le château de Sauvent illustre l'ambition de cette famille, et en particulier de l'une des branches de cette famille, la famille de Janson, qui, au tout début du XVIIIe siècle, a souhaité abandonner la citadelle, le château primitif qui se trouvait au sommet du village de Mannes, qui est le village perché qui fait face au château, et a souhaité, dans un cadre beaucoup plus avenant et beaucoup plus aimable, édifier une demeure de plaisance qui est ce grand bâtiment classique ouvert sur ses fastueux jardins et qui, vous le verrez, comprend un escalier d'apparat, des enfilades de salons, une galerie et tout ce qui permettait de recevoir et de vivre de manière fastueuse et en tout cas de mener une vie mondaine au XVIIIe siècle. Cette famille de Forbin est de surcroît intéressante parce que parmi les propriétaires successifs qui ont habité au château de Sauvent, une certaine Sophie de Forbin-Janson est entrée dans l'histoire parce qu'elle a fait partie, elle a intégré une conspiration dite de l'œillet qui, lorsque la reine Marie-Antoinette fut enfermée à la conciergerie, avait tenté de faire évader la reine. Il s'avère que ce projet d'évasion est resté sans lendemain puisque la reine a refusé ce projet qui aurait tout simplement provoqué une substitution des deux personnes, c'est-à-dire que Madame de Forbin, qui ressemblait étonnamment à Marie-Antoinette, aurait dû pénétrer dans la chambre, enfin dans la cellule plutôt, qu'occupait la reine à la conciergerie. Grâce à la complicité d'un geôlier, la reine aurait pris la place de Madame de Forbin-Janson et Madame de Forbin-Janson aurait pris la place de la reine. Et si ce projet d'évasion avait été mené à son terme, eh bien peut-être que l'histoire de France aurait été tout autre. Dans tous les cas, cette famille a donc eu dans ses rangs des personnalités assez ambitieuses, y compris des ecclésiastiques de grande envergure. Et au XIXe siècle, la famille qui se partageait entre Paris et la Provence a pris le parti de vendre Sauvent, qui était l'une des très nombreuses propriétés que cette famille possédait dans le royaume. Et il s'avère qu'au XIXe siècle, ce château a connu un assoupissement, puisque son propriétaire, qui était un abbé, qui était un ecclésiastique, en avait fait une maison d'été pour les séminaristes du diocèse d'Avignon. Ces séminaristes n'ont évidemment pas réalisé de travaux importants dans cette demeure, qui ensuite, au XXe siècle, est devenue, disons, une sorte de résidence secondaire d'une grande famille de la bourgeoisie marseillaise, mais qui, malgré tout, par négligence, a laissé ce bâtiment lentement se dégrader. Et en 1981, lorsque les actuels propriétaires sont arrivés, eh bien, il a fallu entreprendre des travaux très importants parce qu'un certain nombre d'espaces étaient dans un état critique et puis surtout le parc, qui était apparemment l'un des plus fastueux de Provence, avait été totalement abandonné et transformé en parcelles agricoles et il a fallu pratiquement tout reprendre à frais nouveaux puisque cet ensemble était effectivement très largement limité. Alors, il a fallu non seulement, et c'est ça qui est remarquable, déboucher un certain nombre de fenêtres qui avaient été murées par les précédents propriétaires au cours du XIXe siècle essentiellement. Il a fallu également restaurer les intérieurs qui, vous le verrez, ont bénéficié d'une renaissance remarquable et qui ont véritablement retrouvé désormais à la faveur d'une restauration la physionomie qu'ils pouvaient avoir au XVIIIe et puis surtout le jardin qui avait donc été totalement abandonné à des parcelles agricoles. Eh bien, ce jardin est en train de renaître à la faveur d'une immense campagne de travaux menée avec le concours des monuments historiques. Et ce sont des travaux de restitution qui vont permettre de reconstituer le jardin que voici et qui est connu par un plan daté du début du XVIIIe siècle, qui est l'œuvre de l'un des plus grands architectes français de la période, qui est Alexis de la Mère, qui avait travaillé pour la famille de Rohan, qui est un architecte qui, à Paris notamment, a laissé un ensemble assez considérable d'œuvres. Et il s'avère qu'Alexis de la Mère avait réalisé pour M. de Forbin-Janson un projet, vous le verrez, de jardin, qui, de toute évidence, laisse à penser que l'architecte n'est pas venu sur place. Mais malgré tout,
même si le projet ignorait les contraintes topographiques et ignorait la physionomie du site, il donne une excellente photographie de ce que la famille de Forbin avait souhaité pour Sauvant. Et c'est ce plan, qui est actuellement conservé depuis ce séisme qu'a constitué la Révolution, ce plan est conservé à Munich, à la Bibliothèque nationale de Munich, et c'est ce plan qui a servi de source documentaire pour pouvoir restituer ces jardins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la restauration a pu s'appuyer en outre sur un certain nombre de documents d'archives. Outre le plan que j'évoquais et qui a servi de canevas pour les jardins, sachez que le château a été bâti et le chantier a été conduit par deux grandes personnalités de l'architecture en Provence au XVIIIe siècle. Jean-Baptiste Franck, d'une part, fondateur d'une agence d'architecture et d'une dynastie d'architectes à Avignon, qui, pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle, va construire les plus beaux hôtels particuliers d'Avignon, du Comtat-Venessin et même en Provence, notamment à Aix, un certain nombre d'édifices. Et puis, sur place, la correspondance conservée pour le XVIIIe siècle met en lumière la figure d'un personnage attachant, Guillaume Rollin, qui était d'origine languedocienne et qui, quant à lui, constitue véritablement le témoin des travaux, puisque les courriers qu'il a adressés à l'architecte Jean-Baptiste Franck font état de l'évolution de ce chantier, et d'un chantier qui fut extrêmement ambitieux, puisque vous le voyez, la qualité architecturale de Sauvant fait que l'édifice aujourd'hui est un peu un cas unique dans l'architecture méridionale, en tout cas dans l'architecture des châteaux de Provence, puisque sans doute sur des plans d'Alexis de la Mer, qui lui-même avait donc fourni les plans du jardin, la famille de Forbin-Janson avait souhaité construire ici un bâtiment qui a véritablement la physionomie d'un hôtel particulier parisien, c'est-à-dire des façades entièrement conçues en pierre de taille, dont les fenêtres, qui vous le voyez sont en arc segmentaire, sont toutes dotées d'encadrements saillants avec des clés sculptées. Le château possède des avant-corps centraux précédés de péristyles et mettant en scène des balcons d'honneur, qui sont autant d'éléments qui forment le support d'une décoration extrêmement choisie. Et puis surtout, les sculptures abondent, aussi bien au niveau des clés des fenêtres qu'au niveau d'une superbe balustrade qui couronne le bâtiment et qui est surmontée de cassolettes, de vases, et qui décore et qui même dissimule la toiture depuis l'extérieur. Par conséquent, pour tous ces éléments et par tous ces aspects, Sauvant est vraiment un château extrêmement original et qui, malgré les aléas de l'histoire et malgré cet assoupissement au XIXe siècle, eh bien, est en train de retrouver sa splendeur passée. Le propriétaire, mieux que quiconque, pourra vous présenter les intérieurs de cette demeure, qui est une demeure de surcroît habité à longueur d'année, c'est-à-dire que ce château de Sauvant n'est pas un musée, c'est une propriété privée qui est occupée par ses propriétaires et qui, par conséquent, n'a pas le caractère figé d'une institution qui ouvrirait pour quelques visiteurs dans l'année. C'est véritablement une maison vivante et c'est ce qui donne peut-être un supplément d'âme que vous saurez sans nul doute apprécier. Eh bien, bonjour et bienvenue au château de Sauvant, que je vais essayer de vous faire découvrir le mieux possible en montrant les endroits les plus intéressants. Voilà, nous sommes ici dans l'entrée du château, où vous pouvez voir les armes de la famille des Forbin-Janson, avec leur devise qui indique en français « J'ai fait le roi comte et le comte m'a fait roi ». Le roi, c'est Louis XI, qui est devenu comte de Provence. Et ensuite, Louis XI a nommé M. de Forbin gouverneur de la Provence, vice-roi de Provence et de Dauphiné. Et nous entrons dans le salon de musique, qui est maintenant entièrement restauré, mais qui a subi à l'époque de gros dégâts. Les anciens propriétaires l'avaient entièrement transformé en appartement. Pour cela, ils avaient prolongé la mezzanine jusqu'ici, jusqu'au bout, pour faire un plancher. Et à l'étage, ils avaient installé des chambres, salle de bain. Et dessous, c'était ici un séjour, cuisine, séjour, salle à manger. La porte ici était murée, à l'époque bien sûr. Celle-ci était murée puisque le plancher passait là. Et on rentrait par cette porte, fenêtre plutôt, qui servait de porte, avec un escalier en béton devant qui permettait de rentrer et de sortir. Voilà, il a bien changé. Je dois avoir une photo de l'état du salon de musique. Voilà un peu pendant les travaux de remise en état du salon de musique. Voilà le plancher qui coupait la pièce en deux dans le sens de la hauteur,
qui a été maintenant démoli. Et ici, l'emplacement de la cheminée qu'on voit actuellement. Cette cheminée qui avait été enlevée et vendue par les anciens propriétaires, que nous avons réussi à retrouver, à récupérer et remettre à sa place. Vous voyez qu'il a bien changé. Et nous poursuivons par le grand hall du château, grand hall d'entrée avec sa magnifique cage d'escalier. Ce hall d'entrée qui est aussi entièrement en pierre de taille, comme les façades du château. Et on peut admirer donc les volumes de ce château, de cette pièce, qui est assez exceptionnelle en Provence. Alors au centre, nous avons un lustre assez exceptionnel, en verre de Venise, XVIIIe siècle. Ce lustre avait été vendu par les anciens propriétaires et depuis 30 ans, on savait où il se trouvait et les propriétaires ne voulaient pas nous le ramener, le rendre. Et en 2019, c'était les 300 ans du château, puisqu'il a été construit en 1719. Donc pour les 300 ans, on a relancé de nouveau les propriétaires du lustre en insistant et on leur a demandé que ce serait un beau cadeau d'anniversaire pour le château. Et finalement, l'âge aidant, ils ont été sensibles et ils ont finalement accepté de le revendre pour qu'il retrouve sa place dans le hall d'entrée du château d'origine. Alors ici, il y a une pièce un peu exceptionnelle. C'est un éventail qui a été offert par Marie-Antoinette à Madame de Forbin, puisque Madame de Forbin était une amie intime de Marie-Antoinette. Cet éventail a été retrouvé il y a quelques années dans une famille, dans une maison à Aix-en-Provence. Et il n'avait pas lieu d'être là-bas, les gens l'ont découvert aussi, et ils ont pensé que finalement sa place était mieux ici qu'à Aix-en-Provence dans un hôtel particulier. Donc ils l'ont entreposé ici, et depuis quelques années, il est là à l'exposition pour les visiteurs. Une pièce intéressante ici aussi, c'est cet hôtel gallo-romain qui a été retrouvé en faisant des travaux dans le parc du château à 4 mètres sous terre. Et c'est un hôtel gallo-romain dédié au dieu Mars, dieu de la guerre. Il est daté du IIe siècle après Jésus-Christ. Et il a été fait dans la pierre de manne de la carrière qui se trouve en face du château, comme le château qui lui aussi a été construit donc avec sa propre carrière qui est toujours visible, mais qui n'est plus en activité. Alors là, j'ai quelques photos du château, dans quel état était le château il y a une quarantaine d'années environ. On ne va pas tout voir, mais on peut voir quelques-unes. Voilà, je ne sais pas si on peut bien le voir, c'est le mur de la terrasse qui était entièrement écroulé, avec des arbres qui poussaient, et qui a été donc remonté. Voilà, ça c'est la reconstruction du mur aussi, avec des pilotis en béton pour tenir le château qui avait tendance à s'affaisser. Voilà l'état du château en 1981, quand on l'a acquis. Donc on aperçoit pas mal de fenêtres murées, ici aussi, transformées en garage, les fenêtres cassées, tout ça a été remis en état, bien sûr. Voilà, ça c'est les photos de l'extérieur. Voilà aussi l'extérieur. C'est ce qui donnait sur le grand jardin qu'on est en train de reconstituer. Des arbres à y pousser partout. Voilà le château tel qu'on l'a trouvé quand on l'a acquis en 1981, qui était un peu triste. Voilà, ça ce sont des vues du parc, dans quel état était le parc à cette époque-là. Voilà, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose. Ça, c'est le portail du château qui avait été démonté et qui a failli être vendu. Et on l'a sauvé de justesse et on l'a récupéré donc sur place et on est en train de le remonter. Là, vous avez une photo intéressante. C'est le
l'allée du château, telle qu'elle était en 1981. C'était un chemin de terre, de campagne, quoi. Voilà, ça donne une idée dans quel état était ce château en 1981. On peut aller voir le grand salon. Alors, ce grand salon, c'est la première pièce qui a été restaurée. Et à cette époque-là, il y avait au fond un grand mur. Et au cours de la restauration, on a senti que ça sonnait creux. Donc on a commencé à se poser des questions. On a pensé peut-être qu'il y avait le trésor qui était caché derrière. Alors on a commencé à défaire cette cloison. Et en fait, le trésor, on a retrouvé ces niches et cette alcôve en pierre de taille. Donc c'était un petit trésor, mais c'était quand même intéressant. Donc la pièce a retrouvé son décor d'origine. Et là, on retrouve un deuxième lustre en verre de Venise, 18e siècle, qui est le frère jumeau du premier, qu'on a vu. Et ce lustre, lui, a été retrouvé dans les caves du château, où il avait été démonté par les anciens propriétaires. Et donc, on a retrouvé un morceau, des morceaux étaient cassés, il a fallu les faire restaurer, les refaire. Et donc, voilà, depuis quelques années, ce lustre a retrouvé lui aussi sa place dans le grand salon du château. On va s'approcher du grand escalier. Le grand escalier, on peut voir les marches qui ont été usées et cassées usées cassées par la dernière propriétaire du château qui, lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, pour fêter son anniversaire, est montée à cheval dans sa chambre plusieurs fois. Et ce sont les fers du cheval qui ont cassé le bord des marches. Alors à l'origine, il y avait ici une rampe en bois. La rampe en fer forgé d'origine a disparu pendant la guerre. Et donc elle avait été remplacée par une rampe en bois qui n'était pas très jolie. Et en 1987, grâce à des photos retrouvées dans le château, on a pu refaire la grille en fer forgé et la remettre à sa place, identique à celle d'origine. Ça a été fait en 87 parce qu'en 87, ici, a eu lieu un tournage de film qui s'appelle La Maison assassinée, d'après un roman de Pierre Magnan. Et donc, comme plusieurs scènes du film se passent ici, il était quand même souhaitable que ça se passe avec une belle rampe d'escalier. Voilà, nous sommes sur le palier. Alors là, on peut de nouveau apercevoir la cage d'escalier, les volumes de la cage d'escalier avec ses colonnes, qui malheureusement n'ont pas été finis, n'ont pas été sculptés, ce qui n'enlève rien à leur majesté et à leur beauté. Nous allons voir la bibliothèque. Alors, bibliothèque, salle du billard. La bibliothèque, à l'origine, était beaucoup plus importante. Malheureusement, elle était en très mauvais état, puisque tous les plafonds du premier étage avaient souffert, étaient en grande partie écroulés. Et donc, une partie a été restaurée, mais une partie n'a pas pu être sauvée. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est la table qu'on aperçoit au fond, la table Tronchin, 18e siècle. C'était un médecin qui a imaginé, confectionné cette table amovible qui permettait de régler, de travailler debout et éviter le mal au dos. Et nous approchons de la chapelle. Ben, je vous laisse rentrer pour la voir parce qu'elle n'est pas très grande, avec son trésor. Et sur le côté, le trésor du château. Un grand nombre de ces pièces sont protégées, bien sûr, au titre des monuments historiques, ont été classées à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Bon, nous retournons sur le palier pour accéder à la galerie du premier étage. Galerie qui est assez exceptionnelle pour un château de province, qui mesure 45 mètres de long, qui est exceptionnel, magnifique. On peut continuer pour aller voir la chambre du marquis et de la marquise. Donc la chambre du marquis,
Alors ce qui est assez exceptionnel, ce sont les tissus du lit, qui sont des tissus de soie d'époque Louis XIV, d'époque tous. Sur le coffre, on peut voir aussi une très belle croix de procession du XVIe siècle. Et puis le reste de la pièce qui se compose de belles pièces aussi. Voilà, on peut continuer pour aller voir la chambre de la marquise. Voilà, la chambre de la marquise de Madame de Forbin. Alors là, on a le portrait de Madame de Forbin. C'est le seul qu'on ait déjà, d'ailleurs. Ça a été fait par un procédé qui s'appelle le physionotrace. Alors, on sait qu'un tableau de Mme Forbin a été réalisé. Malheureusement, on sait qu'il a été réalisé, mais on ne sait pas où il est. Il a été perdu. Alors ici aussi, les tissus de la chambre sont assez exceptionnels. Le couvre-lit d'époque Louis XIV, Louis XV, XVIIIe, tout en soie, d'époque, entièrement d'époque, donc. C'est une pièce un peu exceptionnelle. Et là, on retrouve les portraits, bien sûr, de Marie-Antoinette et Louis XVI. On va retourner dans la galerie. Au passage, voilà un tableau assez intéressant à voir. C'est le cardinal Toussaint de Forbin-Janson, qui était grand aumônier de Louis XIV. Et grâce au fait qu'il soit proche de Louis XIV, quand M. de Forbin s'est marié à Versailles, le roi a assisté au mariage, et non seulement il a assisté au mariage, mais il a signé l'acte de mariage, signé par Louis XIV, que nous avons dans les archives du château. Alors ici, nous allons voir encore une chambre, c'est la chambre Louis XVI, la chambre de Mirabeau également, on peut dire, puisque Mirabeau a dormi ici plusieurs fois, lorsqu'il venait, quand il était de passage, ou quand il venait rendre visite au Forbin-Janson à l'époque. Voilà, par contre ici, nous allons voir une pièce intéressante, c'est l'envers du décor, parce que je vous ai montré des photos du château, dans quel état il était en 1981, mais là, vous allez avoir une image plus précise de ce qu'il était. Cette pièce a été gardée comme témoin. Alors bien sûr, la pièce a été débarrassée des décombres, des saletés, a été mise propre parce qu'elle est ouverte à la visite, on le montre aux visiteurs. Mais bon, on s'aperçoit dans quel état c'était, particulièrement le plafond de la pièce. C'était la pièce la moins en mauvais état. C'est pour ça qu'on a gardé celle-là. Les autres ont été restaurées. Bon, la pièce ici était beaucoup plus grande à l'origine. Elle a été coupée en deux au début du siècle, on pense. Et surtout, bon, on aperçoit le plafond qui est en très mauvais état. Et le sol ici aussi qui a beaucoup souffert puisqu'il est un peu... qu'il va falloir peut-être un jour reprendre. Et là, on aperçoit des photos. Ce n'est pas les photos du château, ce sont des photos des dépendances à côté qui sont maintenant restaurées. Et voilà, on aperçoit dans quel état c'était. Là aussi, c'était... il n'y avait plus de toit. Bon, et pour l'anecdote, on peut voir là des photos, bien sûr, du film La Maison assassinée, qui a été tourné donc à Sauvant. On va regagner le rez-de-chaussée. Voilà, nous voilà dans la salle à manger. Alors on peut voir ici des éléments un peu exceptionnels, un peu intéressants. D'abord, on peut voir la cheminée néo-gothique qui a été faite fin 19e, dans le style un peu Viollet-le-Duc. Et ici surtout, donc, toute une collection de faïences anciennes, faïences de Moustier, particulièrement, Marseille, Montpellier, Allemagne en Provence. Et il faut noter qu'un certain nombre de ces pièces beaucoup sont d'origine du château, ont été retrouvées dans les caves du château, où elles avaient été cassées et jetées. Et ces pièces ont été donc reconstituées, restaurées. Je vais vous montrer deux photos
cet objet. Voilà, vous avez ici un rafraîchissoir à verre qui a été restauré, et voilà dans quel état nous l'avions trouvé. Ben, cassé, quoi. Ici, un plat aussi. Ce ne sont que des exemples, il y en a eu d'autres, hein. On n'a pas tout photographié. Et ici, une assiette à moustier, qu'on peut voir cassée, et qu'on retrouve ici, donc restaurée. Vous voyez, on ne voit plus rien. De ce côté, une pièce aussi particulière, exceptionnelle, c'est la console et la glace vénitienne, XVIIIe siècle. Voilà, donc il faut savoir aussi, c'est que donc un grand nombre de ces meubles, beaucoup de ces meubles avaient disparu, avaient été vendus. Il a fallu donc pendant 40 ans les rechercher, et on a réussi à en retrouver pas mal. Et on a réussi à décider les propriétaires de les revendre pour qu'ils reviennent au château. Et nous allons terminer par le deuxième, le hall de réception. Voilà, ce hall de réception donc, qui a été aussi donc, remeublé avec un pianoforte d'époque Empire. C'est un don d'une visiteuse, une des premières visiteuses du château, et qui est venue visiter le château souvent, pendant 40 ans. Et elle a décidé par testament qu'elle voulait que ce piano finisse au château de Sauvan. Et quand il y a deux ans environ, lorsqu'elle est décédée, les enfants nous ont écrit pour nous dire qu'ils étaient d'accord pour amener le piano au château de Sauvan, et il a retrouvé sa place. Il a retrouvé sa place, non, il a trouvé la place que la propriétaire lui destinait. Ici, un très beau tableau, une mise au tombeau, peinture de Roy B. Alors, Roy B était un peintre portraitiste. Toute sa vie, il n'a fait que des portraits. Et à la fin de sa vie, il a peint une vingtaine de tableaux sur la Passion du Christ. Peut-être que sentant la mort approcher, il a eu besoin de se rapprocher du ciel, et donc il a peint une vingtaine de tableaux, et celui-là fait partie un des 20 tableaux. Un autre tableau qui est assez intéressant, c'est ce tableau qui représente Paolo et Francesca. Paolo est le beau-frère de Francesca, et il lui donne la sérénade, et à force de lui donner la sérénade, eh bien, il tombe amoureux d'elle, bien sûr. Et puis ça a mal fini parce que le beau-frère, le frère les a découverts un jour et les a tués tous les deux. Et c'est intéressant parce qu'au musée d'Orsay, il y a la mort de Paolo de Francesca. Le tableau qu'on peut voir ici d'ailleurs, une reproduction. C'est la suite du tableau. Voilà, c'est la mort de Paolo. Et on retrouve Paolo et Francesca avec les mêmes costumes d'ailleurs que sur ce tableau-là. Voilà, et si on va au musée d'Orsay, on peut voir ce tableau. Mais à musée d'Orsay, il est très grand, c'est un très très grand tableau. Ah, ici, intéressant aussi, c'est un tableau qui a été peint par Auguste de Forbin. Alors, il est intéressant parce que cet Auguste de Forbin a été directeur général des musées du Royaume, directeur général des musées du Louvre, et grâce à lui, beaucoup d'œuvres au XIXe sont rentrées au Louvre, comme la Vénus de Milo ou le radeau de la Méduse. C'est lui qui les a fait rentrer, et bien d'autres. De ce hall donne accès sur les jardins, sur la terrasse principale du château et sur les jardins, donc qu'on aperçoit de nouveau. Ces jardins qui sont l'œuvre finale, on pense, et qui manquait absolument à ce château. Après avoir restauré l'intérieur, il fallait terminer par ce jardin. Ça a demandé de nombreuses années d'efforts et de préparation, mais on y est arrivé quand même, puisque les travaux ont commencé au printemps 2022 et sont en cours de réalisation. Voilà. Mais déjà, c'est pas fini, mais déjà, je crois qu'on a une idée précise de ce que ça va être.
Et c'est important parce que ça donne une majesté extraordinaire au château qui lui manquait. Ce jardin manquait, était un manque à ce château. Et donc cela va être en principe réparé, on l'espère. Voilà, j'espère que ce qu'on vous a montré vous donnera envie vous a plu et vous donnera envie de venir un jour vous-même voir de près tout ce que vous avez vu et tout ce que vous n'avez pas vu dans le détail.